bonjour, c'est Daniel Martel. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Programmation Assembleur. Ça va être la partie 6B, parce que, en fait, dans la partie 6, j'ai probablement omis de vous montrer certains détails importants qui se passent derrière la scène. Probablement, si vous essayez d'exécuter le laboratoire tel que je vous l'ai montré dans la partie 6, vous allez avoir un petit peu de difficulté parce qu'il vous manque peut-être un petit peu d'informations. Alors, je vais devoir vous donner un petit peu d'informations complémentaires pour bien comprendre le lab qu'on vient de faire dans la partie 6. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler au début du programme et vous montrer ce que j'ai dû écrire. Alors, je commence par le premier bloc ici. Souvenez-vous, là, précédemment, je vous ai demandé de faire un acte de foi et de laisser ça là. Ben, aujourd'hui, c'est le temps de comprendre un peu l'acte de foi qu'on a fait et quelle est l'utilité de ces commandes-là ici. Alors, list ici, c'est simplement pour viser l'assembleur qu'on va utiliser, le 16F877A, donc ça, on laisse ça tel quel. La deuxième instruction ici, c'est bien important. Palm sign en français, qu'est-ce que c'est? Dièse. Dièse inclut veut nous dire qu'on doit utiliser le header file, donc le fichier de référence, pour le 16F877. Et si vous êtes un peu curieux, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ce fameux fichier-là? Alors, si vous faites une petite recherche et que vous allez fouiller dans vos fichiers, comme j'ai fait tantôt, voyez-vous, c'est des fichiers qui ont l'extension avec INC. Alors, normalement, ça, vous allez, si on recule dans vos directeurs répertoires, ça se trouve à partant de Programme File, Microchip, MPLABEX, version 3.10, MPASMX, et c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver tous ces fichiers-là. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous en tracasser parce que quand vous mettez cette commande-là, automatiquement, le fichier va être appelé et il va être pris en référence. Pour satisfaire votre curiosité, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là. Je l'ai ouvert dans un autre ici. Et puis, voyez-vous ce qu'on met dans ça? La première partie dans ça, on met un paquet de commandes EQ pour pour donner les équivalences. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de les mentionner dans notre programme. Alors, tout ce qui a rapport avec les registres à fonction spéciale, voyez-vous, on va descendre un petit peu plus bas ici pour voir le TRISA. On devrait normalement voir ça quelque part. Bon, voyez-vous ici, là, on donne les emplacements de TRISA, de TRISB, etc. Donc, ça nous sauve des opérations dans notre programme. Ici, voyez-vous, ici, c'est écrit EQ, mais ces valeurs-là, ici, n'ont pas été déterminées dans ce fichier-là. Si on n'avait pas inclus ce fichier-là ici, il aurait fallu qu'on fasse une trolley de EQ ici pour les fonctions qu'on utilise dans notre programme, tel que, excusez-moi de rouler ici, là, mais voyez-vous, ici, on dit MoveF dans TRISA. Ben, si on ne l'a pas défini, ben là, il aurait fallu écrire à quelque part TRISA, EQ, puis là, trouver l'adresse de tout ça. Alors ça nous sauve tout ce tracas-là, ce qui nous permet, dans notre programme assembleur, d'utiliser des acronymes, des mnémoniques, au lieu d'avoir continuellement à indiquer l'adresse réelle. La deuxième ligne ici, là on tombe des choses un petit peu plus compliquées. Voyez-vous, underscore, souligné config, c'est une commande qui dit voici quel est le réglage de ce qu'on appelle en anglais le configuration word. En français, je ne sais pas, c'est probablement le mot de configuration ou le paramètre de configuration. Alors ça, c'est un paramètre de configuration qui est bien important. C'est un peu comme le réglage préliminaire. Là. Avant de commencer à utiliser un PIC, il faut faire un réglage préliminaire. Et ce fameux réglage préliminaire-là, ça s'appelle le config word. Alors, si on va dans la fiche technique, puis là, je vais essayer de ne pas me tromper, ouais, c'est ça. Si on va dans la fiche technique, dans le datasheet du PIC 16F877, parce qu'ici, c'est le 16F877A que j'utilise, on a une section qui s'appelle Configuration Word, et ce n'est plus ni moins qu'un mot, un mot de combien de bits? De 13 bits, en fait de 14 bits en comptant le bit 0, qui contient différentes variables là, qui vont être, en fait, ça va être, c'est pas des variables, ça va être soit 0 ou 1, et ça, c'est la configuration de base de notre PIC.
Alors, ça, c'est bien important de le régler à chaque fois. Il y a des choses, puis je vais vous donner un exemple peut-être là, pour rendre ça un peu plus clair. Là. Voyez-vous, la bit 1 et 0, c'est pour déterminer quel genre d'oscillateur vous allez utiliser. Est-ce que ça va être un oscillateur externe avec un cristal ou ça va être un oscillateur avec résistance condensateur? Voyez-vous ici, comme la configuration 1.1 ici, c'est un oscillateur avec résistance condensateur. Alors, si je reviens sur MPLABEX ici, puis je ne vais pas le retrouver ici, oscillateur. Voyez-vous ici, là, c'est écrit RC underscore RC souligné oscillateur. Alors, ce qu'on vient dire ici, là, c'est viens configurer mon pic avec les paramètres suivants. Alors, il y a un paquet de paramètres ici. Un d'entre eux, c'est en passant, mon oscillateur, ça va être un oscillateur de type RC. Donc, on va s'attendre à ce que sur le circuit physique, il va y avoir une résistance et un condensateur au bon endroit pour faire travailler l'oscillateur. Alors, voyez-vous, tous ces paramètres-là ici se retrouvent sur le fichier INC. Alors, si je descends plus bas ici, là, c'est bien ici. Ouais, voyez-vous, c'est tout ici, là. Oscillateur, XT Oscillator, LP. Alors, quand on parle de RC, voyez-vous ici, RC underscore OSC, c'est la commande qui va permettre à notre oscillateur d'être en mode RC. Donc, c'est toutes des commandes qui sont importantes. Sans que je rentre trop dans les détails, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur la fiche technique. Faites en passant, là, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que vous le savez déjà. Sinon, là, je vais fermer ça ici. Là. Alors, je fais, sur mon clavier, je fais CTRL F. Je vais juste m'installer ici. Je fais CTRL F. En faisant CTRL F, j'ai une petite fenêtre qui apparaît ici en haut à droite et c'est fine. J'ai tapé Configuration Word dedans. Je fais Next. Et ce que ça fait, c'est que ça va me trouver dans ma fiche technique où on parle de Configuration Word. Alors, peu importe le pic que vous utilisez, vous rentrez dans la fiche technique, vous faites un CTRL F, vous tapez Configuration Word et ça devrait vous amener au bon endroit. C'est la façon de faire avec les fiches techniques parce que c'est tellement long, ça peut être archi difficile de trouver des choses. Alors là, vous allez avoir sur cette même page-là, ce que je voulais vous montrer, excusez-moi de flipper d'une page à l'autre. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on parle de différents paramètres ici. On va vous parler de Boren, qui est le Brownout Reset Enable. Avant ça, on va vous parler du Watchdog, on va vous parler de l'oscillateur. Alors, c'est des choses que éventuellement vous devriez comprendre. Pour l'instant, moi, je vous conseille de vous en remettre aux recommandations. Ici, voyez-vous, la plupart du temps, c'est off, sauf le Power Right On. Lui est à on, mais à part ça, ils sont à off. Alors, normalement, quand vous regardez sur une configuration de base comme celle-ci, c'est la configuration qu'on vous recommande de faire. Mais c'est à ça que ça sert. Ensuite, si je continue dans le préambule, je vous avoue que c'est un petit peu ennuyant, cette partie-là, mais c'est quand même important. Alors ici, on vient définir des variables. OK? W underscore temp, status underscore temp, PC latch underscore temp. Tout ça ici, là, ça a rapport avec les interruptions. Pas tantôt. Dans un autre cours, je vous parlerai plus en détail d'interruptions, mais aujourd'hui, je vous fais grâce de ça. Donc, ici, je viens, là, ici, je passe ça parce que c'est juste des notes que moi, je me suis fait. Ici, on vient définir deux variables. OK? On vient définir la variable masse et échantillon. CBlock, c'est une commande de l'assembleur qui nous dit va réserver de l'espace mémoire pour mes deux variables masse et échantillon à partir de l'adresse physique 020. Alors, si vous vous demandez pourquoi à cet endroit-là plus qu'ailleurs, voici la réponse. Alors, je retourne ici. Oups, je ne suis pas en bonne place. Je retourne ici. Et puis, on va aller dans Memory Organization. Et puis, on va retourner dans nos fameux registres à fonction spéciale. Vous vous souvenez probablement de ça. Je vais juste réduire ça pour faire ça un petit peu petit. Alors, ici, c'est nos registres à fonction spéciale qui sont à la page 0, 1, 2 et 3. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'après le registre de fonction spéciale, il y a de la place pour des variables. Voyez-vous, 2, 0 hexadécimal ici, là. C'est à partir de cet endroit-là qu'on a une plage d'espace pour aller mettre nos variables. Alors, c'est pour ça qu'ici, CBlock, on commence à 2-0.
c'est parce que c'est à l'endroit où on sait qu'on a de l'espace vide puis qu'on peut aller mettre nos variables. Alors, on vient mettre 6 blocs 0x, 2, 0 ici. Masse échantillon, on aurait pu en avoir toute une liste ici. Et puis, quand on a fini des lister, on fait NC. OK? C'est bien important de faire ça parce que si on ne fait pas ça, quand on va venir pour le compiler, il va nous dire je ne reconnais pas ces variables-là, ils n'ont pas été définis préalablement. Alors, il faut les définir préalablement et c'est ce qu'on fait ici. Après ça, notre origine est à 0, 0. Ça va toujours être là, le NOP go to main. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on nous dit, excusez pour l'interruption, je poursuis ici où j'étais rendu. Donc, origine 0, 0, on part d'ici et on nous dit go to main. Ça veut dire que les instructions qui suivent, juste ici, je vais juste descendre un petit peu, là. Ça veut dire que les instructions qui suivent ici ne seront pas exécutées parce qu'on dit un go to main, donc je vais sauter ici et c'est là que j'ai mis mon code. Donc, tout ce qu'il y a ici, ça a rapport avec l'interruption. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on vient à l'interruption? Donc, c'est des... ça ne vous nuit pas de les laisser là, OK? Ces trucs-là. Quand on va voir plus en détail les interruptions, ça va prendre son importance. Mais comme c'est déjà là, ça ne nuit pas. On peut les laisser là, mais ce n'est pas nécessaire de les comprendre pour aujourd'hui, ces instructions-là. Quand on va être dans les instructions, on va rentrer dans ça. Alors, après ça, je rentre dans mon code. Voyez-vous ici, j'ai mon fameux clignotant d'aile, les instructions qu'on a vues dans le cours précédent, dans la session précédente. Mais juste avant ça, il y a 3 petites lignes ici, très importantes. On parle ici du 16F877A. Le 16F877A a une particularité, c'est qu'il a un convertisseur analogue digital qui est intégré et par défaut, il est allumé et il prend de l'espace dans la banque A. Donc, pour que ça fonctionne, il faut absolument le mettre hors circuit, l'éteindre. Alors, ces 3 petites lignes-là ici, BankCell ADCON 1, OK, BankCell qui sélectionne la banque qui contient le registre de fonction spéciale ADC CON 1. Et puis après ça, on pousse la valeur 0,6. Et puis après ça, on pousse la valeur 0,6 dans ce fameux registre-là. En poussant la valeur 0,6, on vient mettre, si vous voulez, sécler le paramètre pour lui dire non, je n'ai pas besoin de la convertisseur analogue digital. Si vous voulez plus de détails, vous allez dans la fiche technique, vous allez rentrer ADC ADCON 1 dans l'utilitaire de recherche, vous allez trouver le registre à fonction spéciale, vous allez voir comment ça fonctionne, et c'est la valeur hexadécimale 0,6 qu'il faut rentrer pour le fermer. Donc ça, c'est bien important de le faire, sinon votre fameuse port A ne pourra pas fonctionner correctement. OK? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puis là, on rentre probablement dans les détails un petit peu plus compliqués. Quand vous programmez sur MPLAB X, je vais essayer de retrouver la documentation là-dessus. Donc, je vous conseille fortement de télécharger un document que vous allez trouver en faisant une recherche sur Google, en faisant MPLAB ASM PDF. Vous allez voir Assembler, Linker, Libraries, User Guide, ça ici, là. Télécharger ce document-là. C'est un document qui va être très utile et ça lit justement ce fameux document-là. Dans ce document-là, il y a beaucoup d'informations utiles concernant votre l'assembleur, mais il y a aussi un petit tableau. Excusez-moi de scroller si je cherche le fameux petit tableau. Ah, le voici. C'est un fameux petit tableau ici qui explique le fonctionnement de MPLAB dans des détails que normalement vous n'auriez pas besoin de savoir à ce stade-ci, mais étant donné qu'on programme assembleur, on n'a pas vraiment le choix de passer à travers ça. Donc, quand on programme en assembleur, voyez-vous, ici c'est écrit programmation assembleur, on crée un fichier ASM. Le fichier ASM, c'est ni plus ni moins qu'un fichier texte qui peut banal. On le passe dans l'assembleur et non pas dans le compilateur, parce que le compilateur, c'est pour le langage C. Alors, on le passe dans l'assembleur. Et puis là, on crée notre fameux programme, mais on n'a toujours pas notre fichier HEX. Voyez-vous, le HEX ici, là, ça, c'est le fameux fichier hexadécimal qu'on se sert pour programmer. Alors, voyez-vous, ce qu'on nous fait comme cheminement ici, c'est qu'on nous fait passer par par le fameux linker. Normalement, ce programme-là est fait pour des programmeurs, voyez-vous, très, très avancés, là, qui font, je vous dirais, de l'acrobatie et de la haute voltige avec la programmation. Normalement, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écrire un programme en langage C
et puis ils vont faire des petites sections de programme à l'assembleur et les insérer dans le langage C. Pourquoi ils font ça? C'est simplement parce que le langage C est plus simple, donc c'est plus simple à programmer. Mais aussitôt qu'on a besoin de vitesse, d'efficacité, il faut aller en assembleur. Et comme les programmeurs sont, je dirais pas paresseux, mais je dirais plutôt judicieux, ils vont, plutôt qu'écrire tout le programme en assembleur, ils vont écrire tout le programme en langage C, puis les parties qui ont besoin de plus rapide, ils vont les faire en assembleur, puis après ça, ils vont rattacher tout ça ensemble. Le mot linker, link, c'est justement, là, c'est les maillons, c'est rattaché, c'est ça que ça veut dire. Le linker, c'est l'application qui va permettre d'attacher tout ça ensemble. Okay? Donc, règle générale, les programmeurs écrivent en C, font des sous-programmes en assembleur et utilisent l'utilitaire linker pour venir attacher tout ça ensemble. Dans le cas qui nous intéresse, tout ce qu'on veut faire, c'est tout simplement écrire un programme assembleur, l'exécuter, puis merci, bonsoir. OK? Donc, on fait une distinction entre quand on écrit un programme assembleur pour l'utiliser directement sans jamais passer par le C ou quand on veut l'intégrer dans le C. Alors, quand on veut simplement l'utiliser directement, comme nous on va faire ici, on va faire référence à ce qu'on appelle des codes absolus. En anglais, on dit absolute. Alors, quand on parle de absolute, on parle définitivement de code assembleur directement pour être utilisé directement. Et quand on veut le linker, on parle de code relocatable, donc relocalisable. OK? Donc, cette petite nuance-là est bien importante, puis je vous dis pourquoi. C'est que, par défaut, quand on rouvre un projet dans MPLAB, il nous prend pour un programmeur averti, et puis il va nous mettre par défaut en programme assembleur relocatable. Et ça peut nous causer certains problèmes. Donc, il faut faire un petit ajustement. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Voyez-vous, ici à gauche, il y a la petite clé, là. On clique sur la petite clé ici, et puis il y a cette fenêtre-là qui rouvre. Et puis, on va cliquer sur MP Assembler ici. Puis, voyez-vous ici, c'est écrit Build in Absolute Mode. Il faut que ça soit tické, ça. Par défaut, ça ne sera pas tické ici. Donc, il faut venir le ticker, cliquer sur Apply, puis OK. Et ça nous assure qu'on va assembler notre code en mode absolu et que notre code va bien se tasser. Ceci dit, je vais faire une petite confession. Donc, dans le laboratoire de la partie 6, j'étais en mode relocalisable et ce que je vous ai montré, bien que c'est exact, ça ne serait pas la façon recommandée pour vous de le faire. Alors, je vais refaire mon deuxième lab avec vous en utilisant cette fois-ci la méthode vraiment avec le code absolu et non pas le code relocalisable. Alors, je vais commencer par créer la fenêtre Watchers. Alors, je vais aller dans Windows, Debug, Watchers, et je vais cliquer sur Enter New Watch ici, New Watch. Bon, la première chose que vous allez remarquer, c'est que je n'ai pas accès à Global System, je n'ai pas accès à échantillon et masse ici directement. La seule façon d'avoir échantillon et masse, alors je vais cliquer sur OK ici, c'est de venir tout simplement le taper manuellement ici. Alors, si j'écris masse ici, je fais Enter, masse vient de rentrer. C'est la seule façon de le faire. Okay? Et de même pour échantillon. Alors, je viens taper échantillon ici, je fais Enter, et puis il va rentrer. Je peux ajouter à ça alors, je vais juste cliquer ici en haut, puis me descendre. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le port B. Bon, je vais ajouter les autres éléments que j'ai besoin. Alors, je viens ici, je viens dans mes SFR, je vais prendre le port B. Port B, où es-tu? Le voici. J'avais dit aussi que je voulais mettre le programme counter, le PCL. Alors, on va essayer de trouver où il se cache. PCL est juste ici. OK. Et puis, le registre W, c'est toujours agréable de l'avoir dans les parages. C'est le dernier en bas, il est facile à trouver. Et voilà. OK. Maintenant, je vais nettoyer et assembler. Tout devrait bien se passer. Je devrais avoir un successful ici. Voilà. Je vais démarrer mon simulateur en cliquant sur la petite flèche en haut. Je l'arrête et je vais la faire boucler. Je vais cliquer sur Watchers et on voit masse et on voit échantillon qui apparaissent ici, comme on l'a vu dans l'exercice numéro 6.
Alors, souvenez-vous de la petite subtilité ici, là, quand on rentre, je vais juste vous ramener rapidement, là, vous faire un sommaire, un sommaire oui, rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui. Premièrement, il ne faut pas oublier de rentrer list et include au début ici. Il ne faut pas oublier d'ajouter le mot de configuration. Ensuite de ça, on vient faire un C-block et on vient identifier nos variables terminées par un NC. On ne tient pas compte de ça ici parce que ça a rapport avec les interruptions qu'on n'a pas vues encore. On s'assure qu'on a fermé le convertisseur analogue digital avec ces trois petites instructions-là ici. On vient cliquer sur la petite clé ici. Puis là, voyez-vous ce qui va se passer? C'est tout gris ici. C'est tout gris parce que mon simulateur fonctionne. Alors, je dois arrêter mon simulateur. Je vais fermer ça. Je dois arrêter mon simulateur. Là, je clique sa petite clé ici, puis là, ça sera plus gris. Là, je vais pouvoir changer. Alors, je m'assure que je suis bien en code absolu ici. Et puis, finalement, quand je viens créer ma watch, je viens taper manuellement dans la fenêtre ici le nom de ma variable pour qu'elle apparaisse dans Watches. Alors, voici qui devrait compléter la session 6 avec de l'information complémentaire. J'espère que cela vous a intéressé et je vous souhaite un bon apprentissage.